Bon, maintenant que je suis rentré du Japon, je me rends compte qu'il y a quand même énormément de choses que j'aurais aimé savoir avant de partir. Donc si vous êtes en train de préparer votre futur voyage au Japon, stoppez tout parce que cette vidéo, c'est vraiment le guide que j'aurais aimé avoir avant de partir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, eh bien écoutez, ça va nickel. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai appris pendant mes voyages au Japon. Que ce soit les erreurs à éviter, les choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et surtout, tous les petits détails qui peuvent vraiment vous aider à mieux préparer votre voyage. Parfois, ça peut être des trucs tout bêtes, mais qui peuvent vraiment vous changer votre expérience sur place. Et d'ailleurs, la première chose super importante que vous devez faire avant de partir au Japon, c'est de... attendez, je regarde juste 2 secondes mes notes. Ah oui, c'est de vous abonner à ma chaîne. Si, je vous assure, ça va vraiment vous être utile. Bon, plus sérieusement, pour vous, ça ne prend qu'une seconde de vous abonner. Mais pour moi, c'est un énorme soutien pour qu'on fasse grandir la chaîne. Donc vraiment, un grand merci à tous. Et justement, en parlant de préparation pour le Japon, je voulais vous parler de Yaka Japan avec qui cette vidéo est en partenariat. Parce que Yaka Japan, c'est tout simplement l'organisme avec lequel j'ai préparé mon visa étudiant et avec qui je pars au Japon cette année. En gros, leur rôle, c'est d'accompagner les personnes qui souhaitent partir étudier au Japon et de leur simplifier toutes les démarches. Et sincèrement, ils m'ont énormément aidé. Que ce soit pour préparer mon dossier, contacter les écoles, me chercher un logement ou encore répondre à mes 85 questions, car oui, j'en avais beaucoup, ils se sont vraiment occupés de tout. Et en plus, ils répondent toujours sous 24 heures et on peut vraiment leur poser toutes les questions qu'on veut. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ce service est totalement gratuit et qu'il est vraiment accessible pour tout le monde. Que vous partiez 2 semaines, 2 mois ou même 2 ans, ils peuvent vraiment vous accompagner avec ou sans visa étudiant. Et aussi, pendant votre séjour, ils peuvent organiser des activités culturelles comme la calligraphie ou même des cours de manga pour ceux qui le souhaitent. Et surtout, vous avez un conseiller qui vous accompagne tout au long de votre projet. Et franchement, ça, c'est super rassurant. Car pour quelqu'un comme moi qui faisait toutes ces démarches pour la première fois, eh bien, ça m'a enlevé un énorme poids. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien de leur site dans la description et je vous laisse aller voir tout ça. Et encore, un grand merci à Yaka Japan pour leur confiance. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. Bon, déjà avant même de parler du Japon sur place, il y a une question que beaucoup de gens se posent avant même de partir. C'est est-ce qu'il vaut mieux arriver par l'aéroport de Haneda ou de Narita. Parce qu'avant, dans mes anciens guides, je vous disais toujours de privilégier l'aéroport de Haneda. Et encore aujourd'hui, je pense que si vous avez le choix, Haneda reste l'aéroport le plus pratique. Parce que tout simplement, c'est l'aéroport qui est le plus proche du centre de Tokyo. Et ça, quand vous venez de faire 13 ou 14 heures d'avion, eh bien, ça compte énormément. Parce qu'on va pas se mentir, entre vous et moi, quand vous allez arriver, vous allez être super fatigué. Vous aurez juste envie de poser vos affaires et d'aller vous poser. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, cette fois, je suis arrivé par l'aéroport de Haneda et j'ai pris un bus pour rejoindre Ikebukuro et ça m'a coûté 1700 yens. Donc vraiment, c'était pas très cher. Par contre, il y a quand même un truc que je veux vous conseiller, c'est de ne pas négliger l'aéroport de Narita. Car je pense qu'il faut surtout regarder le prix global du voyage. Parce que parfois, vous allez trouver un vol pour Haneda à 1000 euros. Et à côté, vous allez trouver un vol pour Narita à 700 ou 800 euros avec une petite escale de 2 heures à Taïwan par exemple. Et c'est là que ça commence à vraiment devenir intéressant. Parce qu'au final, oui, Narita est un peu plus loin, mais avec l'économie que vous allez faire sur le billet, vous pouvez être largement gagnant. Et surtout, il y a un transport que je vous recommande de prendre à votre arrivée à l'aéroport, c'est le bus. Car franchement, les Airport Limousine Bus, j'ai trouvé ça génial. Vous arrivez au Japon, vous récupérez vos valises, vous les posez directement en soute, vous vous asseyez et c'est terminé. Vous avez juste à profiter du trajet pour admirer le paysage. Et après plusieurs heures d'avion, ce moment, il est génial. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit « ça y est, je suis enfin au Japon ». Et pour revenir à l'aéroport de Narita, vous aurez bien sûr d'autres solutions de transport pour rejoindre Tokyo, comme le Skyliner si vous voulez arriver plus vite, ou encore les lignes classiques pour rejoindre Tokyo. Donc voilà, mon conseil, c'est ne regardez plus juste Haneda ou Narita, mais regardez surtout le budget dans son ensemble. Et aussi, petit conseil concernant les bagages, si jamais vous avez énormément de bagages et que vous n'avez pas envie de vous embêter, sachez qu'au Japon, il existe des services qui peuvent envoyer vos valises directement à votre hôtel. Je pense notamment à l'entreprise Yamato Transport qui propose ce service de Takubin. Donc voilà, ça aussi, ça peut être une super solution pour vous faciliter votre arrivée. Bon, maintenant qu'on est officiellement arrivé au Japon, il faut que je vous parle de quelque chose qui m'a énormément facilité mon arrivée au Japon. Et ça, je vous le conseille vraiment de le faire avant de partir.
et c'est le Visit Japan Web. Franchement, ça m'a fait gagner un temps énorme et en plus, son principe est super simple. Avant de partir, vous remplissez tranquillement toutes les informations qui vous seront demandées. Votre passeport, vos dates d'arrivée, l'adresse de votre hôtel, la partie pour la douane. Et vous faites ça tranquillement chez vous et ça va vous prendre une quinzaine de minutes, pas plus. Et ensuite, une fois arrivé au Japon, vous aurez simplement un QR code à montrer. Et bam, c'est terminé. Vous n'aurez rien d'autre à faire. Et c'est ça qui est génial. Et quand vous venez de faire un énorme vol, croyez-moi, vous êtes content de ne pas avoir encore à remplir des papiers à la main une fois que vous arrivez au Japon. Non, avec le Visit Japan Web, ça va beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup plus en détail dans ma vidéo sur le guide de préparation pour un voyage au Japon que je vous affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir comment ça fonctionne. Et maintenant que j'étais sorti de l'avion, je vais vous raconter tout ce que j'ai fait juste après. Déjà, la première chose que j'ai faite, ça a été d'activer ma carte eSIM pour avoir Internet. Et pour ce voyage, j'avais pris une eSIM avec Holafly et surtout, j'avais pris un forfait illimité. Et franchement, ça m'a été bien utile pendant tout mon voyage. Parce que je savais que j'allais énormément utiliser mon téléphone. Entre Google Maps, Google Traduction, chercher des restaurants. Je voulais zéro prise de tête. Et ce qui est génial, c'est que dès que je suis sorti de l'avion, j'ai pu directement activer ma carte eSIM. J'avais déjà Internet à peine arrivé au Japon. Et ça, on va pas se mentir, c'est vraiment génial. Et pour vous faire un retour là-dessus, eh bien, pendant tout mon voyage, je n'ai pas eu un seul bug. J'avais de la 5G quasiment tout le temps. Et quand on voit aujourd'hui à quel point on utilise son téléphone pendant un voyage, eh bien, le forfait illimité, ça m'a quand même enlevé une énorme charge mentale. Par contre, petit conseil quand même, renseignez-vous avant de partir parce que je sais qu'il existe aussi des forfaits internationaux qui proposent de bonnes offres lorsque vous partez en voyage. Et aussi, bien évidemment, vous pourrez retrouver des cartes SIM physiques lorsque vous arriverez au Japon avec le nombre de data que vous voulez, soit des data limitées ou des offres illimitées si vous le souhaitez. Mais moi personnellement, pour ce voyage, la carte eSIM m'a parfaitement convenu, donc je ne peux que vous la recommander. Alors, maintenant que j'avais Internet, il y avait autre chose que je devais faire immédiatement. Et ça, c'était de retirer du cash. Donc, parlons de Revolut. Parce que pour ce voyage, j'ai pris une carte Revolut. Et honnêtement, ça a été un énorme confort pendant tout mon voyage. Parce que juste après avoir passé la douane et récupéré mes valises, la première chose que j'ai faite, c'était de retirer du cash. Et c'est là que Revolut a été super important parce que j'ai pu convertir mes euros en yens directement via l'application. Et ça, c'est vraiment l'option que j'ai trouvée la plus pratique. Parce qu'avec Revolut, vous pouvez convertir vos euros en yens directement sur l'application. Et en plus, le taux est vraiment avantageux. Et pendant tout le voyage, eh bien, je m'en suis énormément servi de cette carte, que ce soit pour retirer ou même pour payer. Et franchement, zéro problème. Pas un bug, pas une galère. Donc c'était génial. Et aussi, comme j'en avais parlé dans mon précédent guide, je trouve que quand on part en voyage, avoir plusieurs cartes, c'est super pratique. Déjà, d'avoir votre carte bancaire classique où vous devrez vous renseigner auprès de votre banque pour autoriser les paiements à l'étranger et aussi d'avoir une solution comme Revolut. Je trouve ça super pratique. Maintenant que j'avais retiré un peu le liquide, il y avait autre chose que je devais faire immédiatement. Et je pense que c'est le truc qu'on se sert le plus quand on est au Japon. C'était de prendre ma Suica. Alors, la Suica, si vous partez au Japon, pour moi, c'est devenu un incontournable. Et cette fois, au lieu de la prendre en carte physique, je l'avais créée directement sur mon iPhone. Et ça m'a pris 2 minutes. Je me suis mis un peu d'argent dessus et terminé. Je pouvais déjà l'utiliser. Et pendant tout le voyage, je m'en suis servi absolument partout. Que ce soit pour payer les transports, dans les combini, dans les distributeurs automatiques, dans les taxis et même dans certains restaurants. Et je la rechargeais directement depuis mon téléphone. Et c'était terminé. Pas besoin de chercher mon portefeuille, pas besoin de chercher ma carte, c'était super pratique. Et ce que j'adore avec la Suica, c'est qu'au Japon, on s'en sert pour beaucoup plus que juste les transports. Et ça, je pense qu'on ne s'en rend pas compte avant de partir. Au début, on peut se dire, bon, c'est juste une carte de transport classique, quoi. Mais pas du tout. Vous pouvez vous en servir tout le temps. Et petit détail aussi, vous pourrez bien évidemment prendre votre carte Suica en carte physique. Vous aurez le choix soit de la prendre sur le téléphone ou sinon, vous pourrez la prendre, voilà, en carte physique. Pas de problème à ce niveau-là. Et maintenant qu'on a parlé de la Suica, parlons des transports japonais. Parce que je sais que ça peut être un énorme stress pour beaucoup de gens avant de partir. Et pourtant, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Parce qu'avant mon premier voyage, je voyais toujours les photos des gares japonaises, avec 50 lignes, des panneaux partout. Et je me disais, waouh, mais je vais vraiment m'en sortir, quoi. Et au final, c'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Déjà, il y a un truc qui aujourd'hui rend les déplacements beaucoup plus simples, et c'est Google Maps. Franchement, Google Maps au Japon, c'est impressionnant comment c'est pratique et surtout comment c'est détaillé. Ça vous dit quelle ligne prendre, dans quel sens aller, sur quelle quai monter, combien de temps attendre et parfois même
quelle sortie utiliser. Non mais sérieux, c'est dingue comment c'est détaillé. Donc vraiment, je tenais à vous rassurer là-dessus, les transports japonais avec Google Maps, ça va très bien se passer. Et aussi, petit conseil super important que je vous donne, il faut savoir que pendant votre voyage, vous allez énormément marcher. Mais genre, vraiment beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes sous-estiment ça, mais vous allez tourner à au moins 20 000 pas par jour, si c'est pas plus. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut que vous prévoyez de très bonnes chaussures. Des chaussures style running, où vous vous sentez vraiment bien dedans. Parce que clairement, si vous avez des mauvaises chaussures, je vous assure, ça peut vous niquer votre voyage. Ça peut vraiment être un détail tout bête, mais pensez à prendre des chaussures où vous êtes très bien dedans. Et vous verrez, vous me remercierez. Maintenant qu'on a parlé des transports, il faut qu'on parle de quelque chose qui va vraiment vous servir pendant votre voyage. Et ça, c'est le cash. Parce que oui, de plus en plus au Japon, on peut payer par carte bancaire. Ça, je l'ai encore vu cette année, c'est vrai qu'il y a eu une nette amélioration là-dessus. Mais, le cash reste encore super utilisé. Parce que oui, il y a énormément d'endroits qui prennent la carte aujourd'hui, mais avoir du liquide sur soi, ça reste super pratique. Parce qu'il y a encore énormément de situations où vous allez vous servir du cash. Je pense déjà aux petits restaurants de la Maine, où très souvent, vous aurez ces fameuses bornes automatiques à l'entrée. Et même dans certaines petites échoppes japonaises, certains petits cafés. Ça m'est arrivé plusieurs fois où ils ne prenaient encore que du liquide. Donc oui, la carte est de plus en plus présente, mais ce n'est pas devenu encore automatique. Donc ce que je vous conseille, c'est de retirer assez régulièrement, comme ça vous ne serez pas embêté. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément pour faire un peu d'économie. C'est que le soir, dans les supermarchés japonais, il y a très souvent de très bonnes réductions. Donc pour tous ceux qui souhaitent économiser un petit peu sur le budget nourriture, ce que vous pouvez faire, et je l'ai fait un petit peu aussi pendant ce voyage, c'est aller voir dans les supermarchés le soir et voir les bento qui sont énormément réduits. Donc voilà, c'est toujours un petit tips qui est bon à prendre. Maintenant qu'on a parlé argent, parlons logement. Parce que là aussi, il y a 2-3 trucs auxquels je ne m'attendais pas forcément. Et honnêtement, même après plusieurs voyages, je continue encore de vous recommander Booking. Parce que cette fois aussi, j'ai utilisé cette plateforme. Et cette fois, j'ai fait un mélange. J'ai pris quelques hôtels et j'ai surtout pris un appartement meublé pendant 3 semaines. Parce qu'au final, prendre cet appartement, ça me faisait toujours un point de chute. Donc quand je partais ailleurs, j'avais toujours un endroit où je pouvais revenir pour dormir déjà et aussi pour faire mes lessives, pour me poser un petit peu, donc j'avais toujours un point de chute. Et en plus de ça, pour vous donner un ordre d'idée sur le prix, pour 22 nuits, eh bien j'ai payé un peu moins de 800 €. Donc j'ai vraiment trouvé ça raisonnable. Par contre, il y a quand même quelques petits détails où je pense qu'il faut faire attention lorsque vous réservez un appartement ou un hôtel. Déjà, regardez toujours la proximité avec une gare. Ça, c'est super important. Parce que sur Booking, vous allez parfois voir 8 à 10 minutes à pied. Mais quand vous allez faire ça plusieurs fois par jour, si vous restez au même endroit, eh bien ça change tout. Deuxième chose, regardez la taille des chambres. Parce que oui, au Japon, les pièces peuvent être vraiment plus petites. Donc regardez bien les photos, les mètres carrés affichés et aussi où vous pourrez poser vos valises. Parce que dans une petite pièce, si on a 2 grosses valises, ça peut être un petit détail qu'il faut prendre en compte. Troisième chose, regardez tous les équipements que vous avez. Machine à laver, cuisine, salle de bain. Et si il n'y a pas de machine à laver, que ce soit dans l'hôtel ou dans l'appartement meublé, regardez s'il y a une laverie assez proche. Et dernier petit conseil, n'essayez pas de trouver l'hôtel parfait. Essayez plutôt de trouver un hôtel peut-être simple, mais surtout très bien placé. Et pour finir, si vous avez beaucoup de bagages et que par exemple vous changez d'hôtel mais que le check-in n'est qu'à 15 heures et que vous avez envie de profiter du quartier sans vous encombrer de valises, renseignez-vous sur les lockers dans les gares parce que ça peut clairement vous sauver une journée. Comme ça, vous aurez juste à poser vos valises dans le locker, profitez du quartier et au moment du check-in, allez récupérer vos valises. Alors, après toute cette partie organisation, il y a quand même un conseil auquel je veux donner beaucoup d'importance. Parce que je pense sincèrement que c'est la chose qui a le plus changé mon deuxième voyage au Japon. Et ce conseil, c'est d'apprendre un peu de japonais. Parce que oui, vous pouvez totalement voyager au Japon sans parler japonais. Maintenant, avec Google Maps, Google Traduction, vous pouvez très bien vous en sortir. Mais en apprenant un petit peu de japonais, ne serait-ce que quelques phrases, quelques mots, ça peut vraiment vous changer votre expérience sur place. Et je pèse vraiment mes mots. Et là, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti pendant mon voyage. Pour tous ceux qui ont vu ma précédente vidéo, je vous ai dit que depuis quelques mois, j'apprenais très sérieusement le japonais. Parce que cette année, je pars étudier au Japon. Et grâce à mon apprentissage du japonais, ce deuxième voyage a été clairement différent. Pas parce que je suis devenu bilingue entre-temps, non.
pas du tout. Mais juste parce que je pouvais parler très simplement, commander au restaurant, dire d'où je venais, poser 2 ou 3 questions. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça va changer les interactions. Parce qu'il y a quelque chose que j'entends très souvent, c'est que les Japonais parlent peu. Les Japonais sont froids, mais pour ma part, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Car au début, si vous voulez, ils me parlaient anglais, ce qui est normal. Mais dès qu'ils voyaient que je parlais un petit peu japonais, eh bien ça changeait tout. Là, ils me posaient des questions, on continuait la conversation et ça créait quelque chose et c'est ça qui était génial. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à apprendre un peu de japonais. Pas de devenir bilingue, mais vous verrez, ça va être une façon de briser la glace et ça peut changer vraiment votre expérience sur place. Et finalement, ça m'amène à quelque chose que j'ai compris. Et c'est probablement le conseil le plus important de toute cette vidéo. Et ce conseil, c'est de visiter moins, mais visiter mieux. Parce qu'avant de partir, surtout pour un premier voyage, on veut absolument tout voir. On veut optimiser, faire le maximum. On a une liste de tous les quartiers qu'on veut voir. Mais au final, je me suis rendu compte que les meilleurs souvenirs qu'on garde d'un voyage au Japon, ce ne sont pas forcément les choses qu'on avait prévues. Et d'ailleurs, j'ai encore une petite anecdote à vous raconter pendant ce voyage. Il y a un après-midi où je n'avais rien de prévu. J'ai juste pris mon sac à dos et ma batterie externe. Et je suis parti marcher pendant plusieurs heures, sans regarder où j'allais. Et d'un coup, je me suis retrouvé à traverser plein de petits quartiers. Je prenais mon temps et je suis même tombé sur des petits temples où il n'y avait quasiment personne. Des endroits où je n'aurais jamais mis les pieds si j'avais suivi un programme. Et à un moment, je suis arrivé dans un parc. Et là, je suis tombé sur des lycéens qui faisaient un match de baseball. Et au lieu de repartir tout de suite, au lieu de regarder juste 2 minutes et de repartir, eh bien, je suis resté presque 1 heure, juste à regarder le match et à vivre le moment. Et je me souviens m'être dit, mais en fait, c'est ça le voyage. Pas tout optimiser, pas cocher des cases, mais vivre de vrais moments. Et aujourd'hui, quand je repense à ce voyage, je ne repense pas forcément à Shibuya ni à Shinjuku, mais plutôt tous ces moments-là, ces moments de vraie connexion. Et c'est pour ça que si je devais vraiment vous donner un conseil avant votre voyage, c'est de laisser de la place à l'imprévu et de vraiment vivre le Japon. Alors oui, il faut que vous prépariez votre voyage, allez voir les endroits que vous rêvez de voir, mais laissez-vous aussi des moments pour marcher sans réel but, pour vous perdre un petit peu dans les rues, aller dans un café que vous n'aviez pas prévu d'aller. Parce que je pense sincèrement que ce sont tous ces moments-là qui, vous verrez, deviendront vos plus beaux souvenirs. Et on arrive justement à cette fameuse question qu'on me pose très souvent. C'est quoi la meilleure saison pour partir au Japon? Alors pour répondre à cette question, eh bien, je pense qu'il n'y en a pas parce qu'elles sont toutes bonnes, parce que chaque saison va vous apporter quelque chose de différent. Par exemple, au printemps, vous allez pouvoir voir les cerisiers, toute cette ambiance, les fameux hanami, les pique-niques, et ça a vraiment quelque chose de spécial. L'été, vous allez pouvoir voir les festivals, les fameux matsuri, les feux d'artifice, les japonais en yukata, toute cette ambiance festive du soir. L'automne, vous allez pouvoir voir tous ces changements de couleurs, les momiji, les arbres rouges, les paysages qui sont juste magnifiques. L'hiver, vous allez découvrir une ambiance beaucoup plus calme, les illuminations, parfois de la neige selon les endroits. Et au final, je pense que la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas quelle est la meilleure saison, mais qu'est-ce que j'ai envie de voir pendant mon voyage. Parce qu'en réalité, ça va surtout dépendre de vous. Déjà d'une part de vos disponibilités, mais aussi de ce que vous aurez envie de voir au Japon à ce moment-là. Parce qu'au Japon, il y a énormément de festivals selon les périodes. Et parfois, vous allez juste choisir votre voyage juste pour ça. Donc voilà, ne vous mettez pas une énorme pression pour prendre le mois parfait. Prenez simplement le moment qui vous conviendra le mieux. Tout simplement. Et là, on arrive sur un sujet dont j'avais vraiment envie de parler et que je trouve qu'on dramatise un peu trop. Et ce sujet, c'est les poubelles au Japon. Parce que je me rappelle qu'avant mon premier voyage, on me disait « Oh là là, mais tu vas voir, au Japon, il n'y aura jamais de poubelles. Tu vas devoir garder tes déchets toute la journée sur toi. » Et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne me suis jamais retrouvé bloqué à cause de ça. Alors attention, je ne suis bien évidemment pas en train de vous dire qu'il y a autant de poubelles qu'en France. Pas du tout. C'est pas le cas. Mais en réalité, il y a juste certaines habitudes qu'il faut prendre. Déjà, dans énormément de combini, il y aura des poubelles. Donc très souvent, vous allez acheter quelque chose et vous allez le manger directement devant le combini. Et juste avant de partir, vous jeterez vos déchets. Et pareil, à côté des distributeurs automatiques, vous aurez très souvent des bacs pour jeter vos bouteilles en plastique. Donc au final, il y aura toujours des solutions. Et surtout, il faut comprendre la logique japonaise derrière tout ça. Parce que là-bas, l'idée, ce n'est pas vite, il faut que je jette mes déchets, c'est plutôt c'est mes déchets et je les garde jusqu'au moment où je pourrai les jeter correctement. Et ça, c'est complètement différent. Alors pour ma part, ce que je faisais très souvent, c'était que dans mon sac à dos, j'avais toujours un sac plastique que je gardais vide. Comme ça, si j'avais des déchets, je pouvais les mettre dedans. Et dès que je trouvais un combini, eh bien, j'allais les jeter directement après. Donc voilà, ça m'a jamais posé de problème et vous verrez, vous n'aurez pas de soucis non plus. Et deuxième sujet que j'entends très souvent,
Et d'ailleurs, c'est plus une question qu'on me pose très régulièrement, c'est est-ce qu'un voyage au Japon, c'est pas trop cher? Et honnêtement, je pense que ça dépend beaucoup de comment vous allez préparer votre voyage. Parce que oui, déjà, le billet d'avion va souvent représenter la plus grosse dépense du voyage. Et c'est justement là que vous pourrez faire les plus grosses économies. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, n'hésitez pas à comparer les prix, à privilégier les vols avec escale et à utiliser les dates flexibles sur les comparateurs comme Skyscanner. Parfois, simplement en décalant votre date de départ, vous pouvez faire des centaines d'économies. Et ça, c'est pas négligeable. Mais une fois sur place, je pense que beaucoup de personnes sont agréablement surprises par le coût de la vie au quotidien. Déjà, aujourd'hui, avec le taux du yen actuel, nous sommes plutôt avantagés avec l'euro. Pour vous donner un ordre d'idée, au moment où je tourne cette vidéo, 1 euro équivaut à environ 185 yens. Et ça change quand même beaucoup de choses une fois sur place. Ensuite, que ce soit pour les logements, les restaurants ou même les courses, il existe énormément de solutions pour adapter son budget. Entre les hôtels, les appartements meublés, les capsules hôtels ou encore les auberges de jeunesse, il y a vraiment des solutions pour tous les budgets. Et d'ailleurs, petit conseil, privilégiez plutôt les supermarchés au lieu des combini, car très souvent, les combini vont avoir des prix beaucoup plus chers. Donc voilà, je voulais simplement clarifier cette question qu'on me pose très souvent. Maintenant, si mon premier voyage était à refaire, il y a quand même des choses que je referais différemment. Parce que cette fois, il y a quand même pas mal d'erreurs que j'ai évitées et des choses qui m'ont bien aidé. Déjà, pour l'avion, je vous conseille de prendre un masque pour les yeux et aussi de penser à prendre des bouchons pour les oreilles. Ça va vraiment vous donner un énorme confort pour le voyage. Et d'ailleurs, concernant les bouchons d'oreilles, ça, je vous le recommande vraiment parce que ça m'a vraiment été utile et pas que pendant l'avion. Parce qu'au Japon, selon le logement que vous allez prendre, l'isolation, eh bien, elle ne sera pas toujours incroyable. Car des fois, vous pourrez entendre la rue et même des fois, vos voisins. Oui, l'isolation au Japon, c'est pas incroyable. Et si jamais vous avez un train qui passe pas loin de votre logement, je vous promets, vous allez me remercier. Et aussi, petit conseil pour les premiers jours, quand je suis arrivé au Japon, dans les combini, j'ai trouvé des boissons qui pouvaient aider pour le sommeil. Vous les reconnaîtrez très facilement car il y a souvent soit une lune qui est dessus, soit le mot night qui est marqué sur la bouteille. J'en ai pris pendant mes premières nuits au Japon et honnêtement, j'ai trouvé que ça m'a vraiment aidé à mieux dormir au début. Donc si vous sentez que le décalage horaire, il vous fait un peu mal, ça peut être un petit truc à tester. Autre conseil, aujourd'hui, je penserai notamment à prendre quelques petits cadeaux français dans ma valise. Parce que si vous rencontrez des Japonais pendant votre voyage, et vous verrez, ça va être le cas, ça sera toujours un petit présent que vous pourrez leur offrir et ça leur fera super plaisir. Et au Japon, la culture du cadeau et des omiyage est très présente. Donc je trouve que c'est une petite attention qui fera toujours son effet. Autre conseil, pensez bien à prendre une batterie externe. Et ça, je vous le recommande vraiment. Prenez-en une, parce qu'entre Google Maps, Google Traduction, les recherches de restaurants et votre utilisation quotidienne, vous allez consommer énormément de batterie. Et en plus, si vous partez marcher pendant plusieurs heures, ça vous sera super utile. Je ne vous raconte pas combien de fois j'ai bien été content de l'avoir dans mon sac. Autre conseil, les prises japonaises. J'en avais acheté avant de partir, mais si jamais vous n'en avez pas, ne vous mettez pas une énorme pression, vous pourrez en acheter directement sur place, que ce soit dans les combini ou les magasins électroniques. Et dernier conseil, n'ayez pas peur de ralentir pendant votre voyage. Parce que parfois, vous allez tellement vouloir rentabiliser votre voyage que vous allez parfois oublier de profiter. Car le but, c'est de ne pas chercher à tout voir en un seul voyage. Essayez plutôt de prioriser certaines zones et de prendre le temps de vraiment les découvrir. Le Japon est tellement vaste que vous ne pourrez pas tout voir en un seul voyage. Ce n'est pas possible. Mais c'est justement ça qui est bien, car ce sera une bonne excuse pour que vous puissiez retourner au Japon pour faire d'autres zones. Et avant de terminer cette vidéo, il y a quand même une dernière chose que j'aimerais vous dire. Parce qu'au final, avec cette vidéo, ça fera déjà 3 guides que j'aurai fait sur cette chaîne pour préparer votre voyage au Japon. Et d'ailleurs, je vous affiche juste ici les 2 autres guides que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Et avec ces 3 guides, je pense que vous avez toutes les bases pour préparer un super voyage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres conseils que vous aimeriez donner à quelqu'un qui partirait au Japon. Comme ça, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, ça peut toujours être utile. Et aussi, bien entendu, pensez bien à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Mika Nteo, Janet.